Bonjour David Engels. Alors vous êtes un historien belge, essayiste et professeur de recherche à l'université Zachodni, pardon, excusez-moi, du coup à Poznan en Pologne. Et on avait eu le plaisir de vous recevoir la dernière fois pour parler voilà, de la crise sanitaire et de la thématique du déclin de l'Occident. Et on vous reçoit à nouveau aujourd'hui pour parler de cette thématique parce que on va dire que l'Europe vit ces derniers jours une situation inédite qui est que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la guerre revient sur son sol. Et, euh, et alors, la première question que je voulais vous poser, c'est en fait, on a vu que enfin, la plupart des commentateurs avaient été assez surpris en fait de cette invasion ukrainienne par la Russie. Est-ce que ça a été votre cas également? Oui, tout à fait. Donc, tout d'abord, évidemment, merci bien pour l'invitation. C'est de nouveau un plaisir de pouvoir discuter avec vous. Oui, en effet, ça a été, je crois, une surprise pour tout le monde. Bon, il faut dire évidemment que les pays en Europe orientale, tels que la Pologne, tels que les pays baltes, ont toujours eu un a priori relativement sceptique par rapport à la Pologne, hein, suite aux expériences centenaires qu'ils ont évidemment Par avec rapport à la Russie, pardon, vous voulez dire. par rapport à la Russie, pardon, désolé, par rapport à l'Allemagne de toute façon aussi d'un certain point de vue, mais par rapport à la Russie aussi forcément. Et disons, cette attitude, très souvent en Europe occidentale, on n'a pas vraiment prise au sérieux. On a souvent dit, oui, voilà, ils sont un peu parano, ils devraient dépasser ça, on est dans une autre ère. Donc ici en Pologne, beaucoup craignaient la possibilité d'une véritable invasion militaire d'anciens territoires soviétiques, voire du pacte de Varsovie à un moment ou à un autre. Mais moi, personnellement, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Je voyais la possibilité visiblement disons, d'une action de police musclée pour éventuellement étendre les républiques du Donbass, éventuellement aussi peut-être une tentative de lier la Crimée à ces républiques-là, peut-être même au maximum, peut-être un genre d'action, de coup de main ou de coup d'État si on veut à Kiev, mais alors une invasion militaire classique, comme ce qui se passe là actuellement pour le moment. Je crois que là, tout le monde a été quand même fort surpris que Poutine allait prendre ce risque stratégique, militaire, politique, économique considérable. Et en fait, justement, si tout le monde s'accorde à dire que, voilà, que l'agression russe a été totalement illégitime, on est obligé voilà, forcément de s'interroger, de revenir sur les causes. Est-ce que, selon vous, cette guerre, en fait, elle est le résultat en fait, de dizaines d'années d'expansion de l'OTAN, d'un manque d'ouverture des pays européens à la Russie ou d'un alignement, on va dire, sur les positions atlantistes? Ou alors, est-ce qu'en fait, cela faisait tout simplement partie du projet de Vladimir Poutine? Et autrement dit, en fait, est-ce que cette guerre, selon vous, était évitable? Moi, je ne fais pas partie de ceux qui voient dans la guerre des accidents de l'histoire et qui croient ou qui croyaient, comme beaucoup, que voilà, la guerre, c'est des choses qui ne se passeront plus jamais en Europe, peut-être dans des pays du tiers-monde, mais certainement plus chez nous. La guerre fait quelque part partie de nos gènes, si on veut. L'histoire, elle est marquée par des guerres. Des guerres, ça se passait tout le temps. Actuellement, ça a disparu un peu parce que ça se masque sous forme de guerre asymétrique, de guerre civile ou autre chose. Mais une disparition de la guerre, c'est absolument impossible. Et donc, il y a une certaine, même si ça peut sonner cynique, mais il y a une certaine normalité d'un état de guerre. Ça fait partie de l'histoire. C'est pour ça que je refuse aussi très souvent à dire, voilà, Poutine, il a déclaré la guerre, donc c'est un psychopathe, donc qu'il est fou. Certainement toute une série de problèmes sur lesquels on peut parler. Et évidemment, la guerre, surtout une guerre d'agression, avec le nombre croissant de civils tel que ça se passe actuellement, est évidemment absolument abominable, doit être condamné. On doit faire tous nos efforts à restituer les frontières ukrainiennes. Mais c'est des choses qui dans l'histoire, se passent, tout simplement. Ça, il faut l'accepter pour pouvoir mieux la juger et la contrer. Alors, sur les raisons, évidemment, sur les causes de cette guerre, je crois qu'il y a différentes logiques. Il y a évidemment d'un côté
bon, les apologètes de Poutine qui mettent en avant la provocation d'une extension graduelle de l'OTAN, qui n'aurait pas laissé de choix à Poutine que maintenant une guerre de libération, etc., au moins sur le territoire ukrainien. Ça me semble fort compréhensif, je trouve, fort sympathique par rapport à la position de Poutine, parce que cela nie aussi en grande partie d'accorder le droit d'autonomie finalement à la décision des Ukrainiens eux-mêmes. Et c'est pour ça que c'est parfois un peu cocasse aussi de voir que c'est souvent justement les souverainistes, voire nationalistes européens qui, là, subitement, ignorent ce qui est le plus important pour eux, c'est-à-dire le droit des différents peuples à leur autodétermination, à vivre leur destin comme ils le veulent, et de comprendre la position de la Russie comme si finalement l'Ukraine n'était pas vraiment un acteur digne de ce nom-là. Or, on voit que l'Ukraine, dans sa majorité, s'est prononcée régulièrement en faveur quand même d'un régime plutôt à l'occidental pour une adhésion à des institutions européennes, voire à l'OTAN, et ne voulait justement pas faire partie de ce bloc russe. Et dès lors se pose la question, aussi en tant que patriote européen, où se trouve véritablement notre devoir? Est-ce celui de comprendre la volonté de la Russie d'étendre ou d'assurer son espace impérial, ou est-ce celui d'accepter la décision libre d'un pays européen de rejoindre d'autres États européens dans un voisinage plus étroit? Mais il y a encore autre chose, je crois, là-dedans. Et je crois que là aussi, souvent, les conservateurs se trompent quand ils voient dans la Russie un genre d'ultime garant d'un certain traditionnalisme, conservatisme disparu en Europe, maintenu en Russie, en espérant peut-être même qu'une alliance de certains partis politiques avec la Russie pourrait leur donner l'appui nécessaire pour revenir au pouvoir aussi dans leur propre pays. C'est l'erreur de prendre la Russie pour un pays culturellement européen. Et je crois que là, il s'agit vraiment d'une grosse erreur qui, en plus, fait absolument comment dire, ignore la position russe elle-même, qui, depuis le 19e siècle, est assez claire là-dessus, en insistant sur le fait que, justement, non, la Russie ne fait pas partie de l'Occident, elle ne veut pas faire partie de l'Occident, elle est un espace culturel, civilisationnel propre, avec sa propre dynamique, ses propres lois, peut-être, même probablement, peut-être plus jeune, plus résilient, que sais-je, que cet Occident vieillissant en plein déclin. Mais en tout cas, s'identifier finalement avec les positions impériales d'une Russie qui veut assurer cet espace civilisationnel et qui ne veut justement pas se laisser dégrader au statut d'un État-nation européen comme les autres, avec les mêmes devoirs ou autre chose, mais qui dit non, nous ne sommes pas juste un État, nous sommes un empire avec notre droit, notre propre espace, avec notre propre glacis de défense, autre chose. Ça prouve évidemment que la Russie elle-même ne fait pas partie, disons, de cet espace civilisationnel européen. Et dès lors, c'est évidemment assez problématique aussi de mettre en avant ce droit russe qui contredit finalement pas mal d'intérêts de nos propres droits et qui empiète notamment très fortement sur le droit et l'autonomie d'autres États européens qui indubitablement font partie de l'espace européen, tels que les pays baltes ou la Pologne, qui sont, pour ainsi dire, les prochains sur la liste. Donc, en fait, selon vous, si je vais essayer de résumer, votre position, c'est plutôt que Vladimir Poutine n'a pas simplement l'intention voilà, d'établir la fameuse zone tampon entre, on va dire, l'Occident et la Russie, mais que lui, il a vraiment une volonté impérialiste de s'étendre, on va dire, à l'ouest et de récupérer voilà, les territoires enfin, de l'URSS. Et selon vous, jusqu'où peut aller cette volonté d'expansion de Vladimir Poutine, pardon. Oui, bah, il faut dire que c'est inscrit dans les gènes de l'histoire russe d'avoir l'envie de rassembler les terres russes. Je veux dire, toute la justification même de la supériorité ou la suprématie moscovite
sur le reste de l'espace russe est justement basé sur ce mythe fondateur d'États slaves, ou surtout slaves orientaux, qui sont soumis aux Mongols et à toute une série d'autres peuples et qui doivent être libérés et rassemblés par Moscou, la Troisième Rome, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment cette partie du mythe national, du mythe fondateur de la Russie, comme l'a montré très clairement comme l'ont montré les discours récents de Poutine. Poutine y souscrit entièrement. Pour lui, l'Ukraine et d'ailleurs par extension le Bélarus ne peuvent même pas être des États autonomes indépendants parce que pour lui, explicitement, ils font partie intégrale de l'espace culturel russe dans son sens plus large et leur mission, leur droit, leur obligation qui doit être évidemment aussi assurée par la Russie actuelle, c'est justement de les réintégrer dans cet espace civilisationnel. Et donc oui, je crois qu'à certains stades de la dispute, donc c'est-à-dire il y a peut-être encore un mois ou un mois et demi, on aurait pu trouver un genre de compromis en instituant une Ukraine démilitarisée, neutre, etc. Mais ce n'aurait pas été le stade final, je crois, dans la vision de Vladimir Poutine, pour qui cela aurait été juste une étape vers alors une intégration plus durable. Je crois que son projet à lui, et je dis ça sans nécessairement lui reprocher, parce que du point de vue russe, c'est absolument compréhensible vu cette image du monde et cette idéologie-là. L'idée, c'est probablement de transformer l'Ukraine en un genre de deuxième Bélarus, c'est-à-dire un autre État satellite, si on veut, et d'étendre très probablement cette union russe-bélarusse qui n'a jamais vraiment vu le jour à l'Ukraine et donc de reconstituer, si on veut, les territoires plus proprement russes, si on veut dire. Bon, la question jusqu'où ira-t-il je ne crois pas en un risque maintenant imminent pour les États baltes ou la Pologne où je me trouve actuellement. Je crois que Poutine voit déjà assez bien maintenant la difficulté qu'il aura à pouvoir s'incorporer du moins à la partie orientale de l'Ukraine vu l'opposition massive du reste du monde et vu la neutralité un peu désintéressée de la part de la Chine. Donc, je ne crois pas qu'il ira jusqu'à attaquer d'autres pays, d'autant plus qu'il risquera une guerre contre l'OTAN qui n'est certainement pas populaire en Russie. Mais d'un point de vue, disons, d'un point de vue final, je ne crois pas que l'extension à l'Ukraine suffira pour permettre ensuite une bonne entente entre une Union européenne autant à l'ouest et puis alors une union bélarusse, russe et ukrainienne à l'est. Je crois que la prochaine étape, assez logique d'ailleurs de la part de Poutine, ce serait d'insister sur la nécessité de neutralité ou de démilitarisation d'autres États européens tels que les pays baltes, tels que la Pologne, tels que le retrait d'armées américaines. Je ne crois pas qu'il vise une domination de l'Europe, comme certains le disent, un genre de Russie allant de Vladivostok jusqu'à Lisbonne. Ça, c'est, d'un point de vue démographique et politique, évidemment tout à fait absurde, mais ce n'est pas en tout cas dans l'intérêt de Poutine d'être voisin d'une Europe forte, même conservatrice. Et je crois que c'est là que pas mal de nationalistes, souverainistes ou conservateurs se trompent quand ils voient en Poutine leur allié. Il est leur allié tant qu'il peut ainsi semer une certaine forme d'instabilité en Europe, de créer un genre de divide et impera. Il est sûr qu'il préférera certainement être le voisin d'États, disons, plutôt conservateur que woke et libéral gauchiste, ça c'est un fait. Mais je crois qu'il n'a aucun intérêt en une Europe forte, conservatrice, traditionnaliste. Je crois que si on avait ce cas de situation qui s'établissait, on aurait quand même immédiatement, enfin tôt ou tard, un genre d'antagonisme, d'affrontement. Donc ce n'est pas une symétrie
idéologique qui résoudra le problème de la volonté d'expansion russe. La Russie a cette mission de rassembler ses propres terres, de fonder un genre de troisième Rome, un genre d'empire civilisationnel relativement large. Et il est sûr que sur toute la partie occidentale, cet empire se heurte fondamentalement à l'Union européenne, aux États de l'OTAN, et ne saura coexister d'une manière paisible très longuement, tant qu'il maintiendra cette vision impérialiste. Et une fois de plus, je dis ça sans atlantisme personnel. J'avoue que je ne supporterai pas nécessairement les positions atlantistes et américaines par sympathie pour leur idéologie actuelle. Au contraire, je vois avec un très grand doute aussi les positions idéologiques de Biden et le fait que, évidemment, l'OTAN et même l'Union européenne actuellement sont devenus un instrument comment dire, dans l'expansion de cette idéologie-là. Mais je crois que les États-Unis font partie, tout comme l'Europe, d'un certain espace civilisationnel occidental, et je ne crois pas que la Russie en fait partie. Et donc, au-delà d'une guerre idéologique, on a là aussi une certaine guerre civilisationnelle. Et là, je dois dire que mon propre patriotisme va en premier lieu plutôt vers les États occidentaux, même si leur idéologie actuelle me semble hautement problématique, que pour une Russie dont le conservatisme ou prétendu conservatisme est très différent de celui occidental. Et d'ailleurs, on l'a vu, beaucoup de Français ou d'Allemands voient en la Russie actuelle un genre de garante, une identité chrétienne, occidentale, voire même blanche, pour ce que ça veut dire. Et de fait, on voit dans la réalité que Poutine envoie ses troupes tchétchènes contre, soi-disant, le peuple frère ukrainien, qu'il utilise les migrants musulmans pour les jeter contre la frontière polonaise, pour déstabiliser la Pologne, qui est, s'il y en est véritablement l'un des pays les plus conservateurs, finalement, de l'Europe. Donc, on voit très bien que ce conservatisme est un conservatisme relativement problématique et qu'il il est difficile d'en déduire une sympathie au long terme nécessaire avec le conservatisme occidental. Et c'est en effet très intéressant parce que on voit que vraiment comment dire, l'Europe, le continent européen est vraiment fracturé parce que on l'a vu qu'il y a une perte d'influence, on va dire, géopolitique, stratégique, militaire aussi. Et en fait, on a l'impression qu'en effet, il est un petit peu, même on sent une fracture est-ouest vraiment grande, dans le sens où vous l'avez dit, il y a par exemple la Pologne et les pays baltes qui en fait recherchent la protection de l'OTAN des États-Unis, alors que l'Ouest, par exemple en France, où on pourrait avoir des volontés d'indépendance politique plus grandes, et ça aussi, ça participe aussi à affaiblir l'unité européenne. Absolument, absolument. Même si là, on voit quand même un genre de gueule de bois qui commence à s'installer après cette invasion de l'Ukraine par la Russie, d'États comme surtout l'Allemagne, qui réalisent subitement que cette idée, plus jamais la guerre, et il suffit d'avoir pas d'armée pour ne pas être embêté par d'autres, on reste à équidistance avec tout le monde, est une position qui, historiquement, est fort naïve, et que la guerre est une réalité, et que même avec la meilleure volonté du monde et les plus grands idéaux démocratiques, qu'il ne suffit pas seulement d'avoir ce genre d'idéaux, mais qu'il faut aussi pouvoir les défendre, au moins contre des agresseurs extérieurs. Et donc là, il y a quand même, en tout cas en Allemagne, un genre de revirement qui s'installe. Comme vous le savez, l'Allemagne a décidé maintenant aussi de dépenser 100 milliards d'euros pour recréer une armée proprement dite, vu que l'armée allemande était tombée en totale désuétude et décrépitude ces dernières décennies. Donc, il y a, et je crois que partout en Europe, il y a quand même une grande vague de sympathie pour les Ukrainiens qui n'est pas juste créée artificiellement par des médias, mais je crois qui est honnête, je crois que les gens, même ceux qui se situerait plutôt du côté conservateur que gauchiste de l'échiquier, réalise
qu'une guerre conventionnelle d'attaque non provoquée sur un pays tel que l'Ukraine est quelque chose qui est moralement répréhensible et que les millions de personnes qui sont actuellement en déplacement sont des véritables réfugiés qui ont véritablement besoin d'appui. Donc il y a un genre peut-être de solidarité ou de solidarisation aussi politique en Europe qui s'installe et qui peut peut-être aider aussi à dépasser le clivage qu'on avait avant, où à la limite, c'était uniquement les pays d'Europe centrale orientale, tels que la Pologne, les pays baltes, la Roumanie, etc., qui avait encore, disons, cet engouement pour l'OTAN, alors que pour les autres, l'OTAN était peu nécessaire. Là, je crois que partout en Europe, en tout cas, on réalise que la guerre est une réalité et que, en tant qu'État-nation individuel, qu'il pourrait être très difficile de survivre à la longue et qu'il faut se préparer à autre chose et qu'on ne saura probablement pas le faire tout seul, qu'il faut donc un certain genre de coopération. Maintenant, donc ça justifie après coup, d'une certaine façon, la position polonaise face au regard occidental. Et j'espère, même si je n'y crois pas trop, j'espère que ce sera aussi juste le prélude vers une plus grande tolérance par rapport aux positions politiques polonaises plutôt conservatrices sur des questions telles que l'identité familiale et ce genre de choses-là. Mais en gros, cela peut peut-être aider à mélanger à nouveau un peu les cartes politiques. Et mon seul espoir à moi, c'est évidemment que cet enthousiasme ne soit pas totalement piraté par l'idéologie plutôt gauchiste, mais puisse véritablement ou que la redécouverte actuelle de la nécessité d'un patriotisme sain et de la possibilité de se défendre et de valoriser aussi une certaine façon d'héroïsme, de masculinité, puisse aussi, une fois même cette guerre terminée, mener à un certain changement de paradigme qui irait donc déjà plus dans un sens conservateur que dans le sens gauchiste dans lequel on a vécu pendant des années, voire des décennies, et pour lequel la guerre, les armées, la masculinité, même la défense, l'héroïsme, tout ça était plus ou moins facho et à bannir. Donc il y a peut-être, d'un point de vue conservateur, des choses positives qui pourraient sortir de cet affrontement. Oui, vous voulez dire que de manière presque un peu cynique, entre guillemets, le fait que les tendures reviennent, comment dire, pourrait nous faire sortir de notre chloroforme occidentale, et en effet. Et Absolument, c'est la ruse de l'esprit, comme dirait Hegel. Hein. Donc, je veux dire, disons l'histoire qui se sert des pires tragédies pour justement transcender certains problèmes et remettre les choses là où ils devraient l'être. Donc oui, point de vue un peu cynique, on pourrait en effet espérer que le fait de réaliser que la guerre puisse être une réalité puisse aussi provoquer un certain changement d'esprit, un certain changement de paradigme dans la population, chez les politiques et nous amener à revoir certaines des positions très angéliques, très naïves dues finalement à la révolution de 68. et il y a aussi un point, je trouve, qui est très, très peu abordé, enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est la question, en fait, finalement, du conflit qui va être celui de ce siècle. Le conflit majeur, c'est celui entre les États-Unis et la Chine. Le fameux piège de Thucydide avec la puissance montante et la puissance descendante, et voilà, les États-Unis étant la puissance descendante et la Chine la puissance montante. Et selon cette théorie, du coup, il y aurait du coup un conflit qui serait inévitable. Et selon vous, enfin, comment est-ce que s'imbrique le conflit russo-ukrainien là-dedans? Est-ce que finalement l'Europe n'est pas en train de devenir un petit peu l'échiquier ou le champ de bataille enfin, le futur champ de bataille de ce prochain conflit-là? Et est-ce que ça n'augure pas des temps assez sombres finalement pour nous, Européens? Absolument, c'est ce que j'avais craint depuis des années et comme vous le savez, je milite depuis une dizaine d'années finalement pour une Europe unie
fortement unie, même militaire, mais qui serait une Europe plutôt conservatrice, pas une Europe gauchiste libérale, mais une Europe qui serait fière de ses traditions, de son histoire, qui reviendrait à une conception, disons, un peu plus classique de toute une série d'aspects identitaires. Parce que justement, je craignais que, étant divisé politiquement, étant divisé idéologiquement, tôt ou tard, on pourrait devenir très rapidement, comme vous le disiez, l'échiquier politique des grandes puissances et nous retrouver un jour comme l'Allemagne entre 1618 et 48, durant la guerre des 30 ans, comme un genre d'échiquier sur lequel les autres nations font leur guerre sans que nous-mêmes on puisse véritablement agir. C'est pour ça que je dis aussi qu'il est vraiment grand temps que cette Europe retrouve sa véritable identité et fasse les réformes nécessaires, même si, de mon point de vue, la réforme idéologique, c'est-à-dire de revenir à une compréhension plus traditionnelle, plus conservatrice de notre identité européenne est primordiale et doit être absolument prioritaire par rapport au fait de se doter d'instruments dangereux tels qu'une armée commune, parce que je n'ose pas imaginer ce qu'évidemment une commission européenne de gauche pourrait faire avec une véritable armée et qu'elle pourrait être un jour peut-être les suites, même pour des États comme la Pologne ou comme la Hongrie qui essaieraient d'échapper à certains ukases venant de Bruxelles. Ceci dit, je crois que le conflit avec la Chine, certes, il se retrouve quelque part en filigrane de ce qui se passe actuellement. La Chine, elle est omniprésente comme facteur maintenant politique, mais je ne crois pas qu'il y a nécessairement un risque là actuellement d'embrasement et d'implication de la Chine. Tout simplement parce que la Chine, contrairement aux États-Unis et contrairement à la Russie, peut attendre. La Chine a déjà attendu très longtemps. Elle a commencé à construire sa force depuis les années 50, donc ça fait déjà trois quarts de siècle presque que cette Chine est en train de construire tout son potentiel. Et la Chine sait que l'histoire joue en son faveur et que même sans aucune agression militaire, juste en continuant de développer son potentiel économique, que rien que par le yen, pour ainsi dire, la Chine peut écraser la moitié du monde ou la transformer en un genre de colonie. Donc, oui, il y a évidemment l'espoir chinois de s'incorporer à nouveau le Taïwan, mais grosso modo, les visées, disons, expansionnistes de la Chine restent relativement réduits, à part peut-être des territoires en Sibérie, dans la mer chinoise ou autre chose. On n'est pas dans une situation irrédentiste où il s'agirait de réclamer beaucoup de parts du territoire de l'Eurasie. Donc actuellement, la Chine, elle peut attendre. Les deux États qui ne savent pas attendre, c'est les États-Unis et la Russie. Et je crois que c'est ça qui explique aussi pourquoi on a ça. On a cette situation qui ressemble d'ailleurs très fortement, sans vouloir mettre d'autres parallèles, aux raisons du début de la Première Guerre mondiale, où là aussi, notamment pour l'Allemagne, avec sa démographie déclinante déjà en 1914 par rapport à la démographie montante de la Russie et toute une série d'autres problèmes, savait que 1914, c'était pour ainsi dire l'un des moments idéaux pour le dernier moment idéal pour encore essayer d'asseoir ce pouvoir allemand sur l'Europe centrale et que dans quelques années après, ça allait être beaucoup plus difficile. Et je crois que on a une configuration similaire maintenant. On a les États-Unis qui savent que à la longue, ils seront inférieurs à la Chine et que leur supériorité politique, économique, etc., ne va plus pouvoir être maintenue très longtemps et que s'ils veulent créer maintenant les conditions idéales pour contenir la Chine, notamment par le fait de détacher la Russie de l'alliance avec la Chine, c'est maintenant ou jamais, sinon cette alliance va devenir trop forte et alors finalement la frontière avec l'espace chinois se trouvera ici à l'est de Varsovie et non pas en Mongolie. Je crois que là, les États-Unis réalisent vraiment qu'il y a cet immense problème et aussi le vieillissement de leur armement, etc. Et puis en Russie, on a une situation un peu semblable. D'abord, d'un point de vue purement biographique, Poutine arrive en fin de parcours.
comme chef d'État. Il sait que tôt ou tard, il y a vraiment cette question de sa succession qui va se poser. Il devient plus vieux. S'il veut vraiment rentrer dans les livres d'histoire comme celui qui restitue enfin ce vieil empire russe, c'est maintenant qu'il doit le faire ou plus jamais. Donc, il a besoin d'un succès. Il sait aussi que l'armée russe a été modernisée à grands frais durant ces dernières années. Elle se trouve maintenant probablement au sommet de sa modernité, ce qui veut dire que dans 5 ans, tout cet équipement-là, très coûteux, sera vieilli, alors que d'autres nations qui essaieront maintenant de rattraper le retard, comme les États-Unis, lui seront supérieurs. Donc là, son armement, il est aussi au point. Et évidemment, il y a aussi une situation idéale avec un Occident qui est fort divisé, avec la présidence de Biden qui a très mal commencé, avec des États-Unis qui ne veulent pas rentrer en guerre, avec une grande partie de la population européenne qui n'ont aucune envie de rentrer en guerre, avec l'alliance avec la Chine qui n'est pas encore aussi asymétrique que la Russie ne pourrait plus permettre des actions de ce style-là. Et donc, pour la Russie, c'est aussi un peu le dernier moment possible où on pourrait peut-être restituer cet empire russe par l'inclusion de l'Ukraine. Et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que la Russie, elle fait face à un changement démographique absolument catastrophique, avec le vieillissement de la population, avec la natalité qui est à son plus bas. On voit bien qu'en Russie, la population musulmane, non seulement du Caucase, mais aussi d'Asie centrale, est en explosion. Donc, c'est déjà maintenant le pays où la minorité musulmane est la plus forte. Et dans un horizon de 20 ans, 30 ans, on peut se poser la question si la Russie sera même encore un État chrétien ou finalement plutôt musulman. On voit la Chine et les Chinois devenir de plus en plus présents en Sibérie. Donc, la Russie, de ce point de vue, si elle veut maintenir son identité classique, c'est-à-dire une identité slave, blanche, orthodoxe, etc., elle a besoin de territoire, de main-d'œuvre, d'hommes venant d'Ukraine. C'est finalement l'Ukraine est le pilier, si on veut, de sa continuité comme un empire au moins ethniquement européen et chrétien, étant bien implanté aussi en Europe. Donc pour les États-Unis et les Russes, le moment de régler enfin ce conflit, il est là, il devait être résolu tôt ou tard, et donc c'était assez compréhensible que ça allait commencer maintenant. Et au fond, c'est vraiment un point tournant, car si la Russie maintenant échoue en Ukraine, si la Russie tôt ou tard va se débarrasser de Vladimir Poutine par un genre de coup d'État ou autre chose, un genre de régime change, alors il y a une véritable possibilité de faire ce qu'on n'a pas réussi à la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire d'intégrer fermement la Russie dans l'OTAN, dans des structures, disons, occidentales, et d'amener finalement la frontière de manière un peu métaphorique, mais la frontière militaire entre les États-Unis et la Chine en Sibérie, finalement. Donc, c'est ça le grand jeu qui est là derrière. D'accord. D'un autre côté, pour la Russie et pour la Chine, maintenant, c'est l'occasion évidemment d'étendre toute cette influence euro-asiatique jusque dans le cœur presque de l'Europe, jusqu'à 200 kilomètres de Varsovie, où je me trouve actuellement. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est totalement inimaginable, quoi. Le fait de mettre la frontière entre l'Occident et, on va dire, et la Chine au niveau de la Sibérie, c'est... Mais l'histoire est tellement faite de surprises que tout est pensable, mais on va dire de manière plus pragmatique, aujourd'hui, en fait, désormais, la question aujourd'hui, c'est que faire? Et on a vu, par exemple, ce matin, Bruno Le Maire annoncer que nous allions mener une guerre financière et économique à la Russie et même provoquer l'effondrement de l'économie russe, ce à quoi le vice-président du Conseil russe a répondu: faites attention à votre discours, messieurs, et n'oubliez pas que les guerres économiques dans l'histoire de l'humanité se sont souvent transformées en guerres réelles. Est-ce que finalement, on ne joue pas un peu avec le feu pour l'instant, ou est-ce que selon vous, nos dirigeants ont raison de montrer les muscles? C'est difficile à dire parce que ni moi, ni la plupart aussi des autres analystes politiques auraient véritablement cru
à une invasion de grande ampleur, encore il y a une semaine. Moi, je faisais aussi partie des gens qui, en écoutant les médias américains, qui parlaient tout le temps que voilà, l'attaque russe va se passer jeudi soir à 2 heures avec 200 000 hommes. J'avoue que j'ai pris ça aussi pour de la propagande un peu exagérée pour mettre la pression sur Poutine. Donc j'ai été quand même fort, comme je le disais au début de notre entretien, très surpris de sa décision. Donc il peut nous réserver encore des surprises. Donc je dirais que le risque d'un embrasement de cette guerre, voire même de l'utilisation d'armes nucléaires, me semble moins impossible maintenant qu'il y a une semaine. Il y a une semaine, j'aurais dit, des fantasmes absolument incroyables. Maintenant, je suis moins sûr de ça. Je reste néanmoins, euh, je reste néanmoins confiant dans le fait que déjà la conquête de l'Ukraine donnera assez de fil à retordre à Poutine, visiblement pour qu'il puisse se permettre d'ouvrir d'autres champs d'attaque et de rentrer véritablement dans une guerre avec l'OTAN où il fera face à une supériorité numérique absolument incroyable et utiliser l'arme nucléaire avec les mesures de rétorsion qui suivront automatiquement ne semble pas non plus une véritable solution qui avancera qui que ce soit. Donc cela reste relativement peu probable et je crois aussi que déjà rien que le déroulement actuel de la guerre ukrainienne montre une certaine peur de l'OTAN parce que ce qu'on remarque quand même très souvent, c'est que là, actuellement, Poutine essaie de conquérir l'Ukraine avec des effectifs militaires relativement dérisoires. Hein. Je veux dire, au début, les premières forces utilisées, on était à peine à 100 000 hommes. Or, 100 000 hommes pour conquérir un pays de 40 millions d'habitants sur tous les fronts, avec même la volonté de prendre une ville telle que Kiev avec 3 millions d'habitants. Je veux dire, si vous répartissez ces 100 000 hommes sur toute la frontière, qu'est-ce qui reste par kilomètre? Pour ainsi dire rien, même pour assurer un minimum disons, de suivi de politique d'occupation dans les villes et dans les villages pris. Donc, de mon point de vue, en tout cas, ça montre qu'au début, cette guerre était plutôt un genre de coup d'État militaire, une guerre presque policière, où Poutine voulait faire le moins de dégâts possible pour justement aussi ne pas s'aliéner la population locale, pour pouvoir l'intégrer plus facilement aussi dans l'espace russe, mais aussi une possibilité de montrer à l'Occident, et ça on n'en parle pas très souvent, de montrer, OK, là c'est juste une petite partie de mes effectifs, et la majeure partie de cette armée de 2 millions de soldats, je crois, potentiellement évidemment beaucoup plus, elle est toujours là, elle est disponible, et si jamais l'OTAN allait oser monter potentiellement une attaque surprise ou quoi que ce soit comme offensive, que cette armée russe pourrait en théorie déferler assez rapidement sur les États baltes, sur la Pologne ou autre chose, sans mettre nécessairement en cause la progression en Ukraine. Je crois que c'était aussi ça, ce message de la décision à première vue relativement surprenante d'attaquer l'Ukraine avec tellement peu de gens. Poutine voulait aussi probablement attendre la réaction de l'Occident et ce n'est que maintenant où je crois, où il voit que, bon, il y a d'un côté une condamnation de sa politique, mais d'un autre côté qu'on insiste quand même dans le fait qu'on ne va pas envoyer de soldats en Ukraine et qu'on ne va pas vouloir avoir une guerre immédiate contre lui, qu'il peut se permettre de renforcer tout doucement ses effectifs, comme on le voit maintenant avec les prétendus 64 kilomètres de fil de matériel militaire qui est en train de se déplacer vers Kiev. Donc un grand embrasement, je n'y crois pas. Euh, Personnellement, je ne vois pas l'intérêt que Poutine aurait à le faire. La menace, oui, mais je ne sais pas si vraiment, outre cette menace, qu'il y aurait des actions vraiment concrètes dans ce sens-là qu'il mettra en œuvre, vu qu'il n'en profitera pas vraiment et que je ne crois pas non plus que, que, que les gens dans son entourage l'appuieraient dans une telle démarche. Mais une fois de plus,
la plupart des gens se sont trompés déjà il y a une semaine. Donc, difficile à dire définitivement, évidemment. Je l'exclus moins maintenant qu'il y a une semaine, mais ça reste peu probable, je crois. C'est en effet ça, vous avez raison, qui est intéressant, qui est à la fois enfin, passionnant et tragique en voyant l'histoire se dérouler sous nos yeux, c'est qu'on a du mal à imaginer le futur à 10 jours et à 10 ans. Donc, c'est tout à fait passionnant. Merci beaucoup, David Daniels. Merci bien pour votre invitation. C'est un plaisir et nos pensées, j'imagine, sont vraiment avec les pauvres citoyens de l'Ukraine qu'on voit ici, évidemment, en Pologne. Je disais, je suis à Varsovie, donc on est tous engagés à essayer de récolter des vivres, d'essayer de loger ces gens, de les transporter. Il y a déjà plusieurs centaines de milliers de personnes accueillies ici en Pologne avec les bras ouverts aussi, ce qui contredit évidemment toute la propagande occidentale contre la Pologne comme pays xénophobe, qui ne veut pas prendre les réfugiés ou autre chose. Il faut vraiment espérer que pour ces personnes-là et pour les maris héroïques et courageux qui défendent leur foyer, au dehors de toutes les considérations idéologiques ou politiques, que pour eux, ce calvaire sera fini le plus rapidement possible. On espère aussi, on y pense aussi. Merci beaucoup. De rien, merci bien.